18h passées de 58 minutes, logiquement, c'est le début du 19-20. Nous sommes le lundi 19 mars. Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité régionale ce soir, nous allons parler de ce premier comité de pilotage concernant l'avenir de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Une réunion pour déterminer quel sera l'avenir agricole de cette zone. Des propriétaires de demeures, de châteaux classés se regroupent en Vendée pour dire non à un projet d'éolienne terrestre. Ils craignent en effet que cela ait un impact négatif forcément sur leur environnement. Et puis la ville à vélo dans la région, Angers comme d'autres villes d'ailleurs, est plutôt bien notée. Parking, services, aménagement, elle a su faire une place à la petite reine. Mais d'abord, souvenez-vous, il y a quelques jours, un agent de l'accueil périscolaire d'un établissement scolaire justement de Saint-Brévin en Loire-Atlantique était atteint de tuberculose. Et la semaine dernière, c'est un enfant qui développait les mêmes symptômes. La tuberculose, il faut le savoir, est une maladie contagieuse. Aussi, une grande campagne de dépistage a commencé à Saint-Brévin. 290 personnes vont ainsi être examinées. Majid Kiad et Thierry Poirier. Cette école de Saint-Brévin-les-Pins aurait préféré l'éviter. La tuberculose a infecté l'un de ses employés, côté périscolaire, mais aussi au moins l'un de ses élèves. C'est une maladie infectieuse d'un autre siècle que l'on croyait disparue. Michael Lévenard est parent de 2 élèves de l'école de Saint-Joseph. Dans mon esprit, c'était une maladie qu'on retrouvait dans d'autres pays qu'en France. Et de savoir que c'était juste à proximité dans l'école de mes enfants, c'était une véritable surprise. Ça a été un petit peu d'inquiétude, mais globalement, il y a eu un relais qui a été pris très rapidement, une information qui a été prise et faite auprès des familles. Début mars, la communication s'organise entre l'établissement et les autorités sanitaires. Les parents d'élèves participent à des réunions d'information. Il faut dédramatiser. Les familles vont se poser des questions et se posent des questions. On le voit bien, elles les posent encore aujourd'hui, mais notre mission, c'est davantage d'accompagner les réponses, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'écart profond sur les réponses, c'est-à-dire des réponses qui seraient plus anxiogènes que rassurantes. Dès cette semaine, le centre de lutte anti-tuberculose de Saint-Nazaire a lancé des dépistages. Ils se déroulent en 2 temps, une radio pulmonaire et un test cutané. Les autorités sanitaires s'attendent à d'autres cas, sans pour autant s'inquiéter. Si on parle du contexte international, oui, la tuberculose fait peur. Dans nos contrées, la tuberculose est suivie, traitée, avec des résultats sans séquelles. Et donc, c'est quelque chose de lourd. Il faut en convenir, il faut comprendre l'inquiétude des parents. Mais c'est une maladie qui se traite bien, qui se suit et qui ne laissera pas de séquelles ensuite. Le traitement se fait par antibiotiques. Il dure moins de 6 mois. L'année dernière en France, la tuberculose a touché 5000 personnes. Parcoursup vient de succéder aux APB, les fameuses admissions post-bac, pourtant décriées. Pour autant, la nouvelle méthode pour accéder à l'université, aux études supérieures, n'est pas parfaite et a déjà ses détracteurs. Ainsi, des étudiants, notamment, qui s'insurgent contre une nouvelle forme de sélection à l'entrée de l'université, quand les enseignants, eux, en viennent à regretter le fameux tirage au sort. Éléonore Duplay et Christophe Amorio. Au cœur du mouvement des étudiants, la guerre contre une réforme qui introduit une révolution, la sélection pour les entrées à l'université. Aujourd'hui, si on veut de la sélection, il y a toutes les prépas et tout ça. Voilà, ils ont leur fonctionnement, mais l'université a quand même, pour moi, été créée à la base pour justement l'universalité et pouvoir ouvrir les portes à tout le monde et donner sa chance à tout le monde. Je pense que c'est très important et supprimer cette chance, c'est aussi supprimer l'avenir de beaucoup de jeunes. Dans une filière comme STAPS, c'est moins de 10% des candidats qui seront acceptés. Les enseignants regrettent l'ancien système avec tirage au sort, mais où les étudiants pouvaient au moins classer leurs vœux. Même l'an dernier, avec le système APB, il y avait un classement hiérarchisé des vœux. Donc au moins, ceux pour qui c'était le vœu numéro 1, la priorité des priorités, ils avaient plus de chances de rentrer à l'UFR STAPS. À Nantes, de nombreux universitaires s'engagent dans une pétition à refuser de mettre en œuvre le tri des bacheliers. C'est le cas notamment de Sophie Orange. Dans un ouvrage paru en 2013, cette sociologue démonte certaines idées reçues sur les avantages supposés des filières sélectives. On se rend compte finalement que dans les formations sélectives qui existent déjà donc avant la mise en place de Parcoursup, on a des taux d'abandon qui peuvent être supérieurs parfois à ceux observés en première année d'université. On a également des taux d'étudiants par défaut, donc qui sont présents par défaut dans ces formations, qui peuvent être aussi supérieurs à l'université. À Nantes, les enseignants se réunissent en fin de semaine pour décider de leur modalité d'action contre le système Parcoursup.
C'est un rendez-vous dont l'intitulé est comme un clin d'œil à l'ex-futur aéroport, puisqu'il s'appelle le comité de pilotage. Une première réunion avec préfètes, syndicats, agricoles et hommes politiques, pour évoquer l'avenir agricole justement de cette ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Car l'État, vous le savez peut-être, ne compte pas garder les terres qu'il avait acquises pour construire l'aéroport. Et à l'extérieur de la préfecture, il y avait des zadistes et leurs sympathisants qui manifestaient. Virginie Charbonneau et François Bobet. Sylvain Fresneau a eu plus l'habitude de manifester devant la préfecture que d'y entrer. Mais aujourd'hui, l'agriculteur opposant historique à l'aéroport est là pour siéger à ce premier comité de pilotage. 2 heures de rencontre pour dessiner l'avenir des terres de Notre-Dame-des-Landes. Une réunion à huis clos sans grande décision et à la sortie, des avis partagés. Sylvain Fresneau sait qu'il pourra rester et que la préfète accepte de discuter des projets d'autres agriculteurs. Oui, ça nous rassure parce qu'il n'y a pas qu'un projet porté par un syndicat majoritaire dans lequel on doit rentrer. Non, il y a aussi d'autres projets, il y a aussi d'autres choses qui soient agricoles ou para-agricoles. Je pense au boulanger, je pense à une brasserie ou des choses comme ça. Autour de la table, d'autres agriculteurs qui attendent que l'État soit ferme face aux zadistes. Imaginez-vous tout seul dans une exploitation, dans un chemin de remembrement, aller faire vos cultures sur une façon de cultiver qui ne conviendra pas aux zadistes. C'est ça la vraie vie sur la ZAD. Donc ça, on n'en veut pas. Nous, c'est pas de notre responsabilité, c'est celle de l'État de faire respecter la loi. Une position partagée par l'Amalesa, une nouvelle association qui défend les droits des agriculteurs qui exploitaient légalement les terres sur la ZAD et qui veulent continuer à y travailler. Forcément, quand on est légitime, on a pour certains d'entre nous vécu toujours ici. Nos familles sont là, on a combattu bien avant les anarchistes qui sont devant. Donc comment derrière, il ne faut pas qu'ils nous oublient, on est aussi légitimes qu'eux ici. Mais pour les opposants rassemblés devant la préfecture, aucun agriculteur n'est prioritaire. Eux n'ont pas été conviés au comité de pilotage. Ils ne veulent pas discuter du projet agricole. Donc ils n'avaient pas leur place dans le comité de pilotage. Mais face aux menaces d'expulsion réitérées par la préfète, ces zadistes se disent prêts à résister. Personne n'a l'intention de partir. Nous, on se tient prêt à une réaction forte et unitaire en cas d'expulsion. On se demande bien comment demain, la police pourra-t-elle nous empêcher de revenir et de reconstruire. Une position qui est loin de faire l'unanimité chez les anciens opposants à l'aéroport. Beaucoup d'ailleurs ne soutenaient pas cette manifestation devant la préfecture. Alors, il y a encore des choses à savoir. Voilà pourquoi on a demandé à Olivier Quentin de venir nous rejoindre. Bonsoir Olivier. Bonsoir. On s'aperçoit qu'il y a plusieurs types d'agriculteurs sur cette ZAD de Notre-Dame-des-Landes, même parmi ceux qui n'ont jamais quitté les lieux en fait. Alors, il y a tout d'abord les agriculteurs qui étaient présents sur place avant qu'on appelle ça une ZAD. C'est ce qu'on appelle les historiques, ils sont 4. Ceux-là continuaient d'exploiter des terres malgré l'expropriation et ils resteront de plein droit sur place. Il y a ceux qui sont basés en dehors de la ZAD, mais qui avaient des parcelles à exploiter sur la ZAD, des terres qu'ils continuaient d'exploiter légalement par le biais d'une convention d'occupation précaire signée avec l'État ou avec Vinci. Ils sont 42 pour des superficies allant de quelques arts à quelques hectares. Alors précisément, que vont devenir ces derniers dont vous venez de parler là ? Eh bien, il va leur falloir savoir d'abord qui est le prochain propriétaire pour savoir ce qu'ils vont devenir. Mais on peut penser que l'État va officialiser leur statut de locataire et vendre les terres avec les locataires comme on vend un appartement qui est déjà occupé. Et puis, il y a ceux qui ont été expropriés et qui, depuis, sont partis à la retraite. C'est une grande majorité de ces cas. Et qui n'ont pas l'intention, sans aucun doute, de revenir. Enfin, il y a les occupants de la ZAD qui sont venus là pendant la lutte contre le projet d'aéroport et qui ont commencé à développer des activités. Ils seraient 6 éleveurs, maraîchers, paysans brasseurs, paysans boulangers et producteurs de plantes médicinales. Ce qui se dit, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde là-bas. Mais pour s'installer, il faut solliciter un numéro d'entreprise auprès de la Chambre d'agriculture, faire une demande d'autorisation d'exploiter auprès de l'État, payer une cotisation sociale de MSA, payer ses charges, bref, se régulariser. C'est ce qui se joue en ce moment. Les occupants sont-ils prêts à entrer dans le système ? Le système est-il prêt à accueillir ces nouveaux occupants ? La suite au prochain numéro. Et la prochaine réunion en préfecture aura lieu en juin. Merci à vous, Olivier. Vous vous souvenez peut-être de cette éolienne qui était tombée à terre en Vendée il y a 2 mois suite à une tempête. L'image a marqué les esprits dans ce département où l'installation d'un nouveau parc éolien terrestre inquiète, fait craindre le pire à une quinzaine de propriétaires. Leurs demeures sont classées monuments historiques. Ils craignent que cela ait un impact négatif. Boris Vioche et Damien Ravelot. Un château et bientôt 3 éoliennes de 165 mètres chacune, et cela à 3 km du bâtiment historique. Inacceptable pour ces propriétaires qui ont toujours défendu leur patrimoine et son environnement. On
ne cesse d'essayer d'entretenir et de valoriser ce patrimoine qui est à la disposition de tout le monde, puisque le bâtiment lui-même est ouvert au public tout l'été. Et en espace d'1 an, vous allez avoir un paysage qui va être complètement pollué par des éoliennes. Ils sont une quinzaine de propriétaires de monuments historiques classés sur une partie du département, à se considérer impactés par ces projets de construction d'éoliennes terrestres. 127 sont en activité sur toute la Vendée actuellement. L'offre touristique de la Vendée ne se limite pas au Puy du Fou, et à côté du Puy du Fou, il n'y a pas d'éoliennes. Les projets éoliens montent de plus en plus à partir du sud Vendée qui est sacrifié, montent de plus en plus vers le bocage, et ça, il faut absolument stopper cette invasion. Le conseil départemental tente de limiter l'impact environnemental des projets. Un texte a même été adopté à l'unanimité en décembre dernier. Il vise à privilégier la densification des parcs existants plutôt que la création de nouveaux sites. Cette motion, elle encourage les communautés de communes à se saisir de ce sujet pour elles-mêmes se fixer sur l'ensemble de leur territoire des objectifs en matière de production d'énergie renouvelable ou de protection de l'environnement. Pour l'association Vendée Tempête, lorsque cette éolienne à Boin est tombée en janvier dernier, c'est la sécurité des personnes qui était en jeu. Aujourd'hui, c'est l'impact sur le patrimoine et l'histoire qui est menacé. 131 000, c'est exactement le nombre de pêcheurs d'eau douce en Pays de la Loire. Sachant qu'un pêcheur dépense en moyenne pour s'équiper chaque année 680 €, c'est vous dire l'ampleur du marché que cela représente. Sur le salon de la pêche de Nantes qui s'est terminé hier, reportage Majid Kiat et Denis Leroy. Des bateaux à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les acheteurs sont des pêcheurs de loisirs. Et c'est un sport à l'économie florissante, un marché à plus de 2 milliards d'euros. Pour le leurre, cet appât indispensable aux pêcheurs, comptait entre 7 et 40 € l'unité. Sans oublier la canne à pêche. L'une des tendances cette année, et l'année dernière déjà on l'avait vu, mais cette année ça se développe beaucoup plus, ça va être les cannes pour pêcher en vertical, vraiment une technique différente avec des moulinets différents. Alors celle-ci, on va être à 500 €, on est sur un très beau modèle japonais. Après on peut trouver des budgets à partir de 100, 150 €, on arrive à trouver déjà des bons modèles. 77,13 €, monsieur. Le budget n'est pas le même pour tous. Yannick Menant pêche depuis plus de 50 ans. Il reste vigilant sur ses dépenses. Au-delà d'un certain prix, je pense qu'il n'y a plus de plaisir. Donc ça dépend des budgets, quoi, effectivement. Voilà. Ouais, non, je reste très raisonnable. Je ne suis pas sur les derniers cris, sur les derniers matériels. Non. Vous êtes venu pour dépenser combien juste aujourd'hui ? Bon, à 200 € à peu près, entre des gilets de sauvetage, épuisettes, leurres, et des haussières, voilà. En plus de l'équipement et du carburant, s'ajoute le prix de l'emplacement du bateau. Il faut compter en moyenne 1 000 € par an. La pêche en mer loisir, c'est une part non négligeable de l'économie de la région. 1 kg de poisson pris en pêche de loisir rapporte entre 20 et 30, et génère entre 20 et 30 fois plus d'emplois qu'un le même poisson pris en pêche professionnelle. Imaginez la région sans la pêche de loisir. Je peux vous le dire à l'envers, toute l'économie littorale en dépend. En France, la discipline rassemblait en 2017 un peu moins de 2 millions de passionnés. Et pendant ce temps-là, le vélo en ville fait de plus en plus d'adeptes, et ce, quelle que soit la taille de la ville. On va vous montrer un classement. Regardez, Nantes, Angers et même La Flèche dans la Sarthe sont dans le peloton de tête des villes où il est plutôt agréable de circuler en ville, à vélo en ville. Classement établi par la Fédération des usagers de la bicyclette. Alors, prenons le cas d'Angers, par exemple. Quels sont les points forts, quels sont les points faibles de la ville ? Eh bien, 1500 cyclistes ont donné leur avis. Éric Aubron et Gwenelle Riet. Trouver un lieu pour faire réparer son vélo à Angers, rien de plus facile. C'est en tout cas l'un des atouts mis en avant par les cyclistes dans cette enquête. Ce café, par exemple, propose en arrière-boutique un atelier pour faire entretenir sa bicyclette. Donc c'est un vélo que je viens de racheter, celui-là, donc il n'y a pas longtemps. Il faut que je le remette en état, il faut que je refasse tout ce qui est câblage, tout à revoir. D'autres points forts, salués par les usagers, permettent à Angers de figurer en 3e place de ce classement. Les solutions de stationnement, à l'image de ce box sécurisé installé à l'entrée de la gare, ou encore le parc de 2500 vélos prêtés gratuitement par la ville depuis 2004.
On a à la fois conservé des choses qui fonctionnent très bien, comme les vélos qui sont mis en libre service à disposition des Angevins pour 6 mois. Mais on ne s'est pas contenté de ça. C'est vrai qu'on a favorisé et qu'on s'est débrouillé pour qu'on puisse accueillir sur notre territoire une start-up avec du Vélib sans station, comme on dit parfois, c'est Pony Bike. Et puis on a accompagné l'achat de près de 1000 vélos électriques par les Angevins avec une prime. Des efforts restent à faire en revanche en matière de circulation, particulièrement en cette période de chantier de la seconde ligne de tramway. Certains grands axes routiers sont également un frein à la pratique du vélo. Parmi les plus cités en matière d'insécurité, ce carrefour situé au pied du château. Il y a des gens qui descendent le long du château, qui tournent à droite pour emprunter cette voie rapide et qui donc coupent la route aux cyclistes qui va tout droit vers la Doutre. C'est un gros facteur de danger en ville, le tourne à droite de la voiture alors que le vélo continue tout droit. La mairie promet d'intensifier sa politique en faveur des modes de transport doux. Ainsi, les agents municipaux qui se rendent au travail à vélo pourront bientôt bénéficier d'une indemnité kilométrique. Un plan de déplacement cyclable sera également élaboré d'ici la fin de l'année. Objectif, faire reculer la voiture en ville. Après 2 années plutôt difficiles, le Clos Cristal s'apprête à donner à nouveau le meilleur de lui-même. Le Clos Cristal, c'est ce vignoble du Saumurois d'une dizaine d'hectares qui produit un saumur champigny bio particulier grâce à des murs, vous le voyez, des murs de pierre au milieu de la parcelle qui servent de tuteur et apportent de la chaleur à la vigne. Suite à un legs en 1929, il appartient à l'hôpital de Saumur qui dans quelques jours donc le confiera pour 25 ans à la cave du Saumurois Robert et Marcel. L'actualité, c'est également sur notre site internet où on vous invite à participer à la fête que donnera demain Philippe Catherine. Le chanteur vendéen va tourner un clip pour soutenir le club des Herbiers qui va disputer le 17 avril la demi-finale de la Coupe de France de football. Ce sera face à un club Picard Chambly. Et bien demain, rendez-vous à 19h30 au stade Massabielle des Herbiers. Il faudra juste être habillé aux couleurs du club, c'est-à-dire en rouge et noir. Un artiste qui se produit donc dans un stade, on vient de le voir, c'est assez fréquent. Encore faut-il être sûr de remplir le stade. Mais certains spectacles n'ont pas besoin d'une salle de grande taille et c'est là que le bât blesse. La Vendée, par exemple, manquerait de structures de petite jauge. Juliette Dubois et Élodie Soulard. Ça va ? Oui ! Ça va ? Oui ! Un centre socio-culturel transformé en salle de concert pour enfants. Amener la chanson au plus près des habitants de la région, c'est l'objectif du festival Chant à part, qui existe depuis 25 ans et investit toutes les scènes potentielles jusqu'au salon des particuliers. L'objectif, c'est justement d'aller au cœur du public, d'aller à la recherche du public et puis surtout créer du lien social dans différents lieux. On va aussi dans des hôpitaux, dans des foyers, dans des lycées aussi pour que la jeunesse aussi écoute aussi de la chanson francophone. Le constat pour Christian Gervais, un manque de petites structures culturelles. Une conclusion partagée par la ministre de la Culture Françoise Nyssen. Dans les Pays de la Loire, il y a 7 fois moins de salles de spectacle qu'en Île-de-France. Mais pour les Vendéens rencontrés, le manque ne semble pas trop se faire sentir. Tous les artistes se présentent aussi sur le Vendée Espace et c'est centré au milieu du département, donc c'est très bien aussi. Ça ne manque pas. Je trouve que l'offre culturelle au niveau Sablé nous satisfait pleinement, notamment avec ce musée, qui est un musée d'art contemporain et donc c'est parfaitement original. L'offre culturelle continue à s'étoffer doucement. Il y a 4 ans, Jacques Bernet a monté la Boîte à rire au Sable d'Olonne, un petit théâtre de comédie. Il a très vite trouvé son public. Depuis qu'on est ouvert, on a du monde, donc c'est qu'il y avait une demande latente. Les gens avaient envie de ça sans forcément l'avoir formulé. En campagne, les possibilités se raréfient. Alors la culture peut devenir mobile, comme avec le musée camion Mumo, qui sillonne en ce moment la région. Ma puce est avec nous. Ici, il y a d'autres costumes, il y en a 10. À présent, il est temps pour nous d'ouvrir notre supplément. Une rubrique chaque soir de la semaine et le lundi, vous le savez, on parle de solutions, d'innovation. En cas d'accident, en cas de drame personnel, l'écriture est parfois un remède. À l'inverse, on peut aussi avoir envie d'écrire son grand bonheur. Pour autant, tout le monde n'a pas cette faculté, cette facilité à mettre des mots sur le papier, à mettre son ressenti, ses émotions ou encore sa colère. Il faut le savoir, des biographes sont là pour vous aider. Et pour ça, on retrouve Vincent Rénal et Jean-Pierre Brénuchon. Face à des événements particulièrement douloureux, certaines personnes éprouvent le besoin de coucher sur leur papier leurs sentiments, de laisser une trace écrite. Seulement voilà, on ne s'improvise pas écrivain du jour au lendemain. Alors il existe une solution, celle de faire appel à un professionnel. C'est ce qu'a choisi Daniel Schroeder qui a perdu un enfant à la naissance.
Elle a fait appel à un biographe et de ce travail à 4 mains est né un livre, un ouvrage pour mettre des mots sur les mots. Loris, il est là. C'est-à-dire que n'importe où je me trouve, j'ai souvent un livre avec moi dans mon sac à main et je transporte mon fils. Vendredi 26 février 2016, Daniel accouche de Loris, mais son fils est mort, in utero. Donc l'écriture, pourquoi ? Parce que ça m'a aidé à comprendre, ça m'a aidé à avancer et puis essayer de trouver un sens à cette nouvelle vie. Je n'ai pas cet enfant, mais il va falloir le faire vivre différemment. Oh, I'm sorry I broke it. Never forgive me, your love is hopeless. Je ne suis pas née littéraire, je ne sais pas restructurer un livre, je ne sais pas trouver un titre, je ne sais pas mettre une couverture en place, tout ça c'est pas mon travail. Moi je sais juste ouvrir mon ordinateur et taper des mots. C'est son mari qui l'encourage à se faire aider par un biographe. Et la première rencontre avec Christophe Tézier est la bonne. C'est très important de rencontrer les gens avant. Et même d'aller chez eux. Moi, je travaille quasiment jamais de chez moi. Enfin, les gens ne viennent jamais à la maison, si vous voulez. Sauf exception, mais sinon, je vais chez eux. C'est intéressant d'avoir l'environnement et bien de les comprendre. D'ailleurs, souvent, dans notre métier, on dit que on commence, si vous voulez, on s'est dit, on va faire le livre qu'à l'issue du premier entretien. Là, j'avais quelqu'un qui m'écoutait et surtout ne me jugeait pas, mais qui m'apportait son savoir-faire de l'écriture, avec un certain recul, en plus journaliste, donc une façon de voir les choses, il a beaucoup voyagé, et donc on s'est entendu. Mais je préférais parler à Christophe, à quelqu'un de neutre, on va dire, plutôt qu'un spécialiste. Mon souci, c'est quand même que les gens aient l'impression que c'est Daniel Schroeder qui l'a écrit, qui a écrit le livre. Donc avec ses sentiments, sa façon, parfois ses expressions. Parfois, elle peut avoir aussi des expressions un peu redondantes, parce qu'il y a des gens qui toutes les 5 ou 10 minutes, ressortent la même expression, mais ça signifie quelque chose aussi. Donc il faut aussi pouvoir le réintroduire dans le livre. Ils veulent que ce soit un livre qui soit bien écrit, lisible, construit, mais ils ne veulent surtout pas qu'on enjolive. Il y a une vie après la mort. Voilà. Il faut juste savoir donner un nouveau sens. You said one day I would catch a break. Écrire, c'est comme hurler sans bruit, disait Marguerite Duras. Pour Daniel, mettre noir sur blanc une partie de son histoire familiale, son drame, a été une source d'apaisement, presque une délivrance. Alors, les mots, les larmes, la psychologie et les vertus de l'écriture. À présent, 3 questions à une psychologue. L'écriture, c'est souvent l'idée de mettre des mots sur cet événement, ce passage particulier de la vie, hein, de pouvoir déposer tout le vécu en fait autour du chagrin, de la douleur, de la colère. Généralement, c'est quelque chose qui aide la personne à faire son chemin sur ce deuil à faire. C'est aussi un support dans les séances en psychologie, hein, c'est-à-dire que mettre des mots, parler, c'est pas toujours d'une grande évidence. Parfois, de l'écrire, c'est un support sur lequel certaines personnes vont être plus à l'aise. Et donc, on peut aussi s'en servir aussi dans nos consultations. Les psychologues sont là pour proposer un espace de parole, en fait. C'est une proposition, ça n'est pas une obligation. C'est une proposition, et si ça parle aux parents, ils peuvent venir déposer tout ce chagrin, toute cette douleur, dire leur colère aussi, pouvoir pleurer dans le bureau, parce que parfois, ils se retiennent de pleurer. Effectivement, les mots, de poser les mots comme ça, c'est un soin, en quelque sorte, pour soi. Hein. Ça permet d'apaiser sa douleur et de la partager, de la déposer.
et prochain supplément bien sûr demain. Avant de refermer cette édition, je vais vous en rappeler le titre principal, un rendez-vous pour évoquer l'avenir agricole de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Le premier comité de pilotage regroupant des instances de l'agriculture ainsi que politiques se sont réunis autour de la préfète de Loire-Atlantique cet après-midi. Il s'agit pour l'État qui veut revendre les terres acquises pour construire l'aéroport, eh bien de les attribuer maintenant aux agriculteurs qui veulent rester, qui veulent revenir ou qui veulent s'installer. Prochaine réunion en juin à l'extérieur de la préfecture. Des zadistes et leur soutien manifestaient. Dans un instant, ce sera l'heure de l'édition nationale et internationale. Il sera question de la vague de froid qui saisit à nouveau la France. L'alerte à la neige et au verglas s'étend maintenant vers l'ouest et le sud. 9 départements sont placés actuellement en vigilance orange. Et puis en 5 ans, les frais de tenue de compte ont été multipliés par 3. Pour les banques confrontées à la baisse des taux d'intérêt, eh bien c'est une manière de se refaire une marge, évidemment au détriment de nous, c'est-à-dire des clients. Voilà, c'est dans quelques instants, juste après la météo et la pub. Très belle soirée à toutes et à tous, et à demain. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur pdl.france3.fr.